Bonsoir à tous. Merci à Eric Fassin d'avoir accepté l'invitation. Donc on va discuter ce soir de son dernier livre, Populisme, le grand sentiment, qui est paru aux éditions textuelles au mois de mars. Comme vous le savez tous, le populisme est devenu une notion totalement incontournable ces dernières années, et plus encore depuis l'année dernière, l'élection de Donald Trump, le Brexit, etc. C'est devenu une notion tellement incontournable que même la plupart des candidats se revendiquent. Même Emmanuel Macron s'est revendiqué comme étant populiste. Donc voilà, alors la première question que j'aurais, très générale, c'est qu'est-ce que le populisme? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut définir? Est-ce que c'est un concept politique? Est-ce que c'est une idéologie? Je ne suis pas un spécialiste du populisme. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre des choses sur la politique, et en particulier sur la politique à gauche. J'avais donc publié en 2014 un petit essai dans la même collection chez Textuel qui s'intitulait « Gauche, l'avenir d'une désillusion ». Et à certains égards, ce petit essai nouveau sur le populisme est une sorte de deuxième partie. Le premier, c'était une critique de la dérive droitière du Parti socialiste. Et celui-ci, c'est une interrogation sur la stratégie alternative d'un populisme de gauche. Donc ce que ça veut dire, c'est que je ne parle pas en érudit du populisme, mais plutôt parce que j'essaie de comprendre ce qui se passe, pas seulement de manière désintéressée, mais parce que je suis tout à fait intéressé, comme j'imagine vous qui êtes ici, à savoir ce qu'il advient de la gauche. C'est un essai qui est construit autour d'une interrogation, c'est que beaucoup des travaux qui existent, en particulier en sciences politiques, en philosophie politique, etc., qui parlent du populisme, partent à juste titre de l'idée que ce terme a été utilisé surtout pour disqualifier. C'est-à-dire que quand on dit populisme, depuis longtemps, c'est une manière de dire c'est pas bien, et le c'est pas bien vise à la fois le contenu, mais aussi les personnes. Donc c'est à la fois la dérive populiste, mais en même temps c'est le peuple. Donc un ensemble de gens ont critiqué cette manière de disqualifier le peuple sous prétexte de disqualifier le populisme. Ça c'était une question centrale dans toutes les discussions sur l'extrême droite populiste. C'est-à-dire que l'inquiétude partagée par beaucoup de gens, d'un point de vue libéral au sens large, c'était, mais comment comprendre qu'il puisse y avoir un succès de l'extrême droite? Alors en France, bien sûr, c'est depuis les années 80. Mais c'est pas seulement en France, c'est dans pas mal de pays. Comment se fait-il qu'il y ait une droite ou une extrême droite populiste qui monte? Et une des explications, c'est la faute du peuple, puisqu'on parle de populisme. Donc lorsqu'on n'est pas prêt à accepter ça comme une vérité d'évidence, depuis un certain nombre d'années, on était méfiant par rapport à l'usage du terme populiste. Mais il y a quelque chose de nouveau depuis quelques années, c'est qu'on s'est aperçu qu'en France, mais pas seulement en France plutôt avec Mélenchon depuis après 2012, mais aussi aux États-Unis avec quelqu'un comme Bernie Sanders, mais aussi en Espagne avec Podemos et toutes sortes de montages différents dans des pays différents, eh bien on s'est aperçu que le populisme n'était plus seulement un terme pour disqualifier, mais ça pouvait être au contraire un terme revendiqué du point de vue de la gauche pour précisément se rapprocher du peuple. À un moment où la gauche, dans beaucoup de pays, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir tout de suite, c'était en quelque sorte éloigner les classes populaires et donc pour les reconquérir, reprenait à son compte le terme de populisme. Ça veut dire que le contexte est très important pour se poser la question de la définition. Est-ce qu'on est dans un contexte, comme c'était le cas il y a encore 10 ans, où populisme est un terme seulement négatif et seulement pour qualifier l'extrême droite, ou bien, comme aujourd'hui, est-ce que c'est un terme qui peut être retourné, comme on retourne un stigmate, de la part de gens de gauche qui vont dire « oui, nous sommes populistes puisque nous souhaitons être proches du peuple ». Donc la question de la définition, pour moi, qui est un classique dans les études sur le populisme, tout le monde commence par dire on n'arrive pas à le définir, puis tout le monde finit par donner une définition. Moi, je commence par dire on ne peut pas le définir, et je continue en disant en fait, ce qui compte, c'est les usages qui sont faits du mot. C'est-à-dire à quoi ça sert d'utiliser ce mot-là? Puisqu'on parle de politique, la question n'est pas de savoir qu'est-ce que ça veut dire dans le ciel des idées, ce n'est pas une question philosophique, c'est une question politique. Donc la question politique, c'est à quoi ça sert
de revendiquer une stratégie populiste. Alors à quoi ça sert quand on est de droite, mais la question qui m'intéresse davantage, c'est à quoi ça sert quand on est de gauche. Alors bien sûr, si j'en reste là, c'est un peu difficile de savoir de quoi on parle, donc on peut prendre des points de repère. En général, quand on parle de populisme, on sait bien qu'il va y avoir une opposition précisément entre le peuple et les élites. Donc ça peut être un point de repère. Mais quand on voit que le terme de populisme peut être appliqué à Emmanuel Macron, en parlant d'un populisme du centre, on s'aperçoit que ça ne veut plus dire grand-chose. Donc je crois qu'il ne faut pas se représenter que parce qu'on a un mot populisme, on a un concept. Ce n'est pas un concept. C'est un mot qui sert à quelque chose. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper sur la nature du mot qu'on utilise. Ce n'est pas un concept. C'est simplement une manière de s'orienter dans l'espace politique, d'affirmer quelque chose, de se positionner, etc. Donc c'est en tant que tel qu'il faut le prendre, et c'est pourquoi pour moi la question qui est souvent débattue comme une question philosophique doit être traitée comme une question politique. Je n'ai pas de définition du populisme, mais je pense que ce n'est pas plus mal, parce que ça évite d'avoir l'illusion que derrière le mot, il y a une réalité cohérente. Et en particulier, l'enjeu politique, pour moi, de refuser de définir, c'est que si on se dit, bon, le populisme, en gros, c'est ça, on va se donner une définition. Et bien après, on va évaluer qui est vraiment populiste, qui ne l'est pas. Et on retombe dans le problème de la disqualification, dans le problème, au contraire, de la légitimation, etc. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on présuppose, à ce moment-là, qu'il existe quelque chose de commun entre des gens qui se disent populistes et qui sont de droite, et des gens qui se disent populistes et qui sont de gauche. Or, c'est ça, à mon avis, la question principale, c'est est-ce qu'on peut présumer qu'il existe quelque chose comme un dénominateur commun entre un populisme de droite et un populisme de gauche? Alors, les gens qui vont dans cette direction peuvent être prudents, c'est le cas de la philosophe belge Chantal Mouffe, que je discute assez longuement dans cet essai, et qui est très présente dans les débats autour de ces questions depuis plusieurs années. C'est la veuve du philosophe Ernesto Laclau, argentin, qui avait écrit un ouvrage, La raison populiste, en 2005, et elle a continué, prolongé son travail autour de cette idée d'un moment populiste. L'idée, c'est qu'on vivrait aujourd'hui un moment particulier qui serait un moment populiste. Et ça expliquerait qu'il puisse y avoir à la fois des populismes de droite et des populismes de gauche. Ça implique un choix stratégique qui est de dire, puisqu'il y a ce moment populiste, il ne faut pas abandonner le populisme à la droite, il faut s'en emparer. Ça, c'est la logique politique qui accompagne la logique philosophique. La question, c'est, mais alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces populismes? Et je crois que si on considère que les populismes de droite sont d'abord définis, et je pourrais le préciser si vous le voulez, mais sont d'abord définis par la xénophobie, ou sa version plus positive, le nationalisme. Ça, on en voit des éléments aux États-Unis avec Trump, par exemple. Mais on en voit des éléments en Turquie, avec Erdogan. On en voit des éléments en Hongrie, avec Orban. On en voit des éléments un peu partout. Donc si on se dit, le populisme de droite, c'est la xénophobie. Alors, quand on revendique un populisme de gauche, on va dire, non, non, moi je ne reprends pas ça à mon compte. D'accord. Et donc il reste quoi? Eh bien, ce qu'on nous explique souvent en ce moment, c'est que les populismes de droite, ils partageraient avec les populismes de gauche un rejet du néolibéralisme. C'est ce qu'on nous a expliqué, par exemple, pour Trump. C'est ce qu'on nous a expliqué pour le Brexit, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Or, en même temps, quand vous regardez, vous vous dites, c'est bizarre, si les gens ont voté contre le néolibéralisme, au Royaume-Uni, ils se retrouvent avec Theresa May. On ne peut pas dire que ce soit une remise en cause du néolibéralisme. Et s'ils ont voté pour Trump, eh bien, ils se retrouvent avec quoi? Ils se retrouvent avec Wall Street au pouvoir. Donc, soit les gens n'ont rien compris, soit en fait c'était autre chose qui était en jeu. Et je crois qu'il y a pas mal de raisons empiriques de penser que c'est autre chose qui est en jeu. On voit bien le Front National aujourd'hui hésite entre une stratégie Marine Le Pen, qui serait de brouillage droite-gauche en envoyant des signaux de gauche, ou bien la stratégie Maréchal Le Pen, c'est-à-dire
on va au contraire jouer sur la carte de droite classique. Ça veut bien dire que ça peut aller économiquement dans un sens ou dans l'autre. Les mêmes peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. On ne sait pas, par exemple, ce qui se passerait pour l'euro, ce qui se passerait pour tout ça, parce que finalement, ce n'est pas ça l'essentiel. La seule chose dont on est sûr, c'est que ce ne serait pas une politique très xénophile. Ça, c'est pareil pour Trump, et c'est pareil dans beaucoup de pays. Donc ça veut dire que si on croit, au moment de revendiquer un populisme de gauche, que finalement le dénominateur commun, c'est qu'on est tous contre le néolibéralisme, eh bien on se trompe. Et à mon sens, c'est une erreur, ou en tout cas c'est un point de désaccord, pour le dire de manière plus policée, avec les analyses de Chantal Mouffe. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit dans son travail? Elle part de l'expérience qui était celle des années Blair. Et effectivement, au Royaume-Uni, l'illusion de consensus, c'est-à-dire l'idée qu'on va en finir en quelque sorte avec une politique de l'antagonisme, eh bien, ça coïncidait avec la conversion des travaillistes au néolibéralisme. Donc effectivement, lorsque monte un populisme de droite autour du Brexit, on peut se dire que c'est une réaction contre le fait que de Blair à Cameron, finalement, il n'y a pas beaucoup de différence. On peut se dire ça. Mais il faut bien voir que ça ne veut pas dire pour autant que ce soit une réaction contre le néolibéralisme. Parce que le néolibéralisme, eh bien, il peut être populiste aussi. C'est ce qu'on avait vu avec Margaret Thatcher. Ça avait été analysé par Stuart Hall il y a plus de 30 ans, mais Reagan aussi, c'est-à-dire l'autre père fondateur du néolibéralisme, il jouait beaucoup sur cette carte du populisme. Donc, les populistes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont contre le néolibéralisme? Eh bien, regardez Trump, regardez le Brexit, mais regardez aussi Erdogan, regardez aussi Orban. Ils ne contestent pas le moins du monde le néolibéralisme. Éventuellement, ils y mettent une dimension nationale. Mais ça ne remet pas en cause les rapports entre l'État et le marché. Donc je crois qu'il y a une analyse historique à faire qui n'est pas celle qui nous est proposée d'ordinaire, selon laquelle, au fond, tous ces gens mécontents seraient mécontents de la même chose, c'est-à-dire du néolibéralisme. Je crois que quand on est de gauche, il y a des chances qu'on soit mécontent du néolibéralisme. Quand on est de droite, il y a des chances qu'on soit mécontent, si on est populiste, des étrangers. Par contre, c'était très long. Ben non, c'est très bien. On aborde. Je ne vous l'ai pas dit mais en commençant, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser à n'importe quel moment, n'hésitez pas. Du coup, on a évoqué plein de points déjà. Vous dites aussi, même en allant plus loin, que non seulement le populisme de droite peut être pro-néolibéralisme, mais en plus, il a servi, vous citez l'exemple de Thatcher, à rendre le néolibéralisme populaire. Je pense qu'effectivement, lorsqu'on est de gauche aujourd'hui, on est tenté par un récit qui serait que il y a les élites qui seraient les 1%, et puis nous serions les 99%. Quand on se dit ça, ça pose un vrai problème qui est comment ça se fait que la gauche ne soit pas dominante. Si 99% des gens étaient voués à être de gauche, ça se saurait. On l'aurait remarqué dans les dernières élections un peu partout. Et si, comme moi, vous avez suivi tout ça, c'est pas l'impression que ça donne. Donc, il doit se passer autre chose. Et en particulier, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on peut se dire les gens ont tort d'être séduits par que ce soit les populistes de droite, ou que ce soit les néolibéraux, ou que ce soit Trump, bref, on peut très bien se dire que, par exemple, des ouvriers ont tort de voter pour Marine Le Pen. On peut se dire ça. Mais la question, à mon sens, ne doit pas être posée en ces termes-là, d'avoir raison ou d'avoir tort, parce que ça sous-entendrait que le vote est fondé sur l'intérêt. Or, l'intérêt n'est qu'une dimension parmi d'autres, et en particulier, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'il va y avoir un consentement. C'est-à-dire qu'il y a un consentement au néolibéralisme, de même qu'il peut y avoir un consentement au populisme, et que les deux peuvent se croiser. Alors la question, c'est comment comprendre ça? Ce n'est pas simplement avec des intérêts, c'est pas seulement avec la raison, et c'est pour cela que, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec les analyses de Laclos et de Mouffe, qui insistent sur l'importance des émotions. Simplement, il ne suffit pas, à mon sens, de dire qu'il y a des émotions et pas seulement de la raison. Après, on pourrait discuter
et je le fais brièvement dans l'essai, sur cette distinction pour dire qu'au fond, on n'est peut-être pas obligé de séparer les deux. Si on pense en termes d'affect, ça permet de penser simultanément les deux, mais peu importe. En tout cas, si on se dit qu'il y a des émotions ou des affects, eh ben on le dit au pluriel. Et donc, on doit réfléchir au fait que ce ne sont pas forcément, de part et d'autre, les mêmes affects. Et en particulier, si on se dit que ce qui est déterminant dans le populisme de droite, c'est la xénophobie, eh bien, je crois que l'affect qui accompagne cette xénophobie, c'est le ressentiment. Le ressentiment, c'est-à-dire l'idée qu'il y en a qui jouissent à ma place. C'est moi qui devrais profiter de tout cela, et il y en a d'autres qui ne le méritent pas et qui sont en train d'en avoir tout le plaisir. C'est toute la dénonciation des assistés, c'est la dénonciation des immigrés. On peut même s'en prendre aux Roms, qui pourtant ne semblent pas bénéficier d'une jouissance des biens en France. Mais quand même, on a l'impression que lorsqu'on est un populiste de droite, qu'il nous empêche de mieux vivre. Ben, cet affect-là, il est, à mon sens, assez différent de celui que, quand on est de gauche, on essaie de mobiliser depuis des années, qui serait beaucoup plus résumé par le terme d'indignés. Les indignés, c'est quoi? Ben, c'est pas des gens pleins de ressentiment. C'est pas des gens qui se disent, il y en a qui jouissent à ma place. C'est des gens qui se disent, le monde n'est pas juste. Ça ne veut pas dire que ce soit qu'ils se considèrent comme les pires victimes. Ils peuvent l'être, mais pas nécessairement. Et ce qui se joue, c'est pas simplement quelqu'un d'autre est en train de me voler ma jouissance, mais il n'est pas normal que le monde fonctionne comme il fonctionne. Donc je crois que quand on est de gauche, on n'a pas intérêt à confondre le ressentiment et l'indignation. On n'a pas intérêt à confondre la rancœur et la colère. Et ça, c'est une distinction, si on veut, théorique, mais elle a un fondement empirique et elle a des conséquences politiques. Le fondement empirique, puisque cet essai a été écrit avant les élections, une des questions qui se posait pour moi, c'était de savoir est-ce que les élections allaient me donner tort ou raison. Évidemment, par principe, j'avais envie de croire qu'elles me donnaient raison. Mais je voudrais essayer, malgré tout, de justifier empiriquement cela. La stratégie du populisme de gauche, qui a été explicitement revendiquée par Jean-Luc Mélenchon et par les gens autour de lui, à la différence de la stratégie de gauche qui avait été choisie en 2012. En 2012, vous vous souvenez, c'était le parti de gauche, c'était le front de gauche, c'était le drapeau rouge, c'était l'international. Ça n'était pas, comme en 2017, le drapeau républicain, ça n'était pas l'effacement de ce terme, ça n'était pas la phrase prononcée en fin de campagne par Jean-Luc Mélenchon, selon laquelle il aspirait non pas à rassembler la gauche, mais à fédérer le peuple. Ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire que la gauche était remplacée par le peuple. Donc c'est un changement de stratégie entre 2012 et 2017. Est-ce que ça paye? Je ne me place pas sur le plan de est-ce que j'aime bien ça ou est-ce que vous aimez bien ça, mais puisqu'il s'agit de stratégie, est-ce que c'est efficace? À première vue, oui, puisqu'on a un candidat qui passe de 11 à 18%. Je voudrais suggérer néanmoins que non, et je vais expliquer pourquoi. Je pense qu'on peut en faire assez facilement la démonstration empirique, parce que, premièrement, lorsqu'on voit d'où viennent les 8% en plus, de 11 à 19%, quand on regarde pour qui les gens ont voté en 2012, parmi ceux qui ont voté Mélenchon, eh bien on s'aperçoit qu'il a récupéré un quart de l'électorat de François Hollande. Donc, ça nous dit quelque chose, ça nous dit que si on veut comprendre, et un quart de l'électorat qui était à 28%, ça fait 7%, donc vous voyez, quand on a 11, on arrive à 18. Tout ça, bien sûr, c'est des bricolages, hein, parce qu'on ne peut pas être sûr exactement, etc. Mais quand même, ça donne un ordre de grandeur. Et on voit aussi, d'ailleurs, au passage, que la décomposition, si je puis dire, de l'électorat de François Hollande, c'est 45% qui vont à Macron, donc on comprend le résultat, et 15% qui vont à Hamon, et on comprend son résultat aussi. C'est-à-dire qu'il y a moins d'électeurs de Hollande qui ont voté pour Hamon que pour Macron. Après,
si on regarde d'où viennent les autres électeurs de Mélenchon, d'après les sondages, hein, bien sûr, qui sont des sondages de sortie des urnes, etc., eh bien, c'est un petit peu des électeurs de Bayrou de 2012, ce qui est un peu surprenant, je le trouve aussi. C'est-à-dire 10% apparemment des électeurs de Bayrou, mais comme les électeurs de Bayrou, c'était pas grand-chose, 10% ça fait à peu près 1%, et donc vous êtes à 19%. Et vous vous dites, oui, mais quand même, est-ce qu'il a pris des gens à Fillon, ou à Sarkozy plutôt, puisque c'est par rapport à 2012, est-ce qu'il a pris des gens à Marine Le Pen? Ben non. En fait, selon les différents sondages, non. Donc, il n'y a pas de basculement d'électeurs de l'extrême droite. Les chiffres qui sont donnés, c'est 3% de l'électorat de Marine Le Pen qui serait passé à Mélenchon, et 3% de l'électorat de Mélenchon qui serait passé à Marine Le Pen entre 2012 et 2017. 3%, c'est pas significatif. 3% de l'électorat, hein. Enfin de l'électorat de Mélenchon ou de Marine Le Pen, ou etc., c'est-à-dire 3% de 20%, c'est-à-dire 0,6% ou quelque chose comme ça. Bon. Donc ça, c'est pas grand-chose. Ça veut dire que ce sont des électorats étanches. Donc il n'y a aucune indication que je connaisse selon laquelle un électorat aurait basculé dans un sens ou dans l'autre. Il y a eu un tout petit peu une frayeur entre les deux tours sur la question de savoir combien d'électeurs de Mélenchon pourraient être tentés par colère contre Macron d'aller voter pour Marine Le Pen. Bon, apparemment, c'est 7% dans ce cas-là, d'après un sondage. Mais vous voyez, 7%, ça reste encore relativement faible, c'est-à-dire 7% sur 19%, c'est 1, etc. Donc, je crois que l'enjeu de cette micro-démonstration à partir de sondages et de chiffres approximatifs, bien sûr, de ce petit bricolage, l'enjeu, c'est de remettre en cause deux idées. L'une, dont on nous rebat les oreilles depuis des années, qui est celle du gaucho-lepénisme, c'est-à-dire les gens de l'extrême gauche qui basculeraient à l'extrême droite. Ça, il y a des tas d'enquêtes qui, depuis des années, montrent que ce n'est pas vrai, mais les dernières élections viennent le confirmer, premièrement. Mais deuxièmement, ça permet de remettre en cause précisément la stratégie d'un populisme de gauche qui dit, en ne parlant plus de gauche mais en parlant de peuple, on va récupérer tous ces gens, en particulier les classes populaires, qui sont tentés par le vote Marine Le Pen. Donc je crois que de ce point de vue-là, même si bien sûr il y a eu sans aucun doute une grande progression dans le vote Mélenchon entre 2012 et 2017, mais cette grande progression, est-ce qu'elle est due à la stratégie populiste? Je ne le crois pas. Est-ce qu'elle est due à l'effondrement du PS? Je le crois. C'est-à-dire que, en fait, les électeurs du PS ont fait, en grande partie, ce qu'ils ont toujours fait, un vote utile. Et le vote super utile, c'était Macron. Le vote semi-utile, c'était Mélenchon. Ce n'est pas un jugement de ma part, hein. Je me place du point de vue de la logique des électeurs. Donc, il n'y a pas de porosité entre ces deux électorats. Donc la question, qui est une question stratégique à ce moment-là, ça, pour l'instant c'est la question empirique, mais la question stratégique c'est à quoi ça sert de dire je veux fédérer le peuple et non pas rassembler la gauche, si ça ne rapporte pas des voix de la droite et de l'extrême droite. Est-ce qu'il ne serait pas plus payant de revendiquer, comme en 2012, la gauche? Alors vous me direz, oui mais en 2012 ça n'a pas si bien marché. Oui, mais en 2012, le Parti socialiste était dominant à gauche. C'est ce qui a changé pour des raisons évidentes, c'est-à-dire le quinquennat de François Hollande, c'est ce qui a changé en 2017. Donc je crois qu'on peut se poser la question de cette stratégie, et vous pourriez me dire, oui, mais c'est bien joli tout ça, mais puisque l'électorat de François Hollande s'est réparti comme il s'est réparti, ça veut dire qu'il n'y a pas de réserve à gauche. Puisqu'effectivement, si vous cumulez les votes Hamon plus Mélenchon, si vous les comparez au sondage Hamon plus Mélenchon depuis 2-3 mois, enfin 2-3 mois avant l'élection, le total est stable. C'est toujours en gros à 26%, entre 25 et 27. Selon tous les sondages avec une stabilité incroyable, et ensuite selon les résultats, le total. Hein. Bien sûr, Mélenchon est monté et Hamon a baissé. Mais le total est resté le même. Donc ça, on pourrait se dire, donc il n'y a pas de réserve. Donc pourquoi avoir une stratégie populiste? Ça c'est ce que je vous disais avant, vous pourriez me répondre, mais pourquoi avoir une stratégie de gauche s'il n'y a pas de réserve? C'est là qu'à mon sens, il y a une grande oubliée dans toutes ces réflexions, c'est l'abstention. Alors, on en a beaucoup parlé au deuxième tour, mais on aurait pu en parler au premier tour, c'est-à-dire que, pour ma part, et c'est le point de départ de l'essai, c'était d'avoir analysé l'élection aux États-Unis,
Au lieu de se dire il faudrait séduire l'électeur de Trump, au lieu de se dire il faudrait séduire l'électeur de Marine Le Pen, si on se disait je vais essayer de séduire l'électeur qui ne va pas voter. Il y en a beaucoup, et en plus, ces électeurs abstentionnistes, ils ont des caractéristiques. La première, c'est qu'ils sont plutôt jeunes. La deuxième, c'est qu'ils sont davantage de classe populaire. La troisième, c'est qu'ils sont beaucoup plus dans les minorités ethniques, raciales, qu'on les appelle comme on voudra. Évidemment, ça, ce n'est pas le même électorat que l'électorat Le Pen. Donc si vous voulez séduire les uns ou les autres, vous ne tiendrez pas tout à fait le même discours. Selon ceux que vous visez, eh bien, vous aurez de stratégies, mais aussi de rhétorique, de discours différents. Vous ne raconterez pas la même histoire. Donc je pense qu'il y a un enjeu important qui est de se dire qu'est-ce qu'on a gagné d'un côté et qu'est-ce qu'on a gagné de l'autre. Et en particulier, pour ma part, je crois que s'adresser aux abstentionnistes, eh bien, ça amène à parler différemment, à dire autre chose. Parce que les abstentionnistes, on aurait tort, et c'est à ça que sert le deuxième tour de l'élection présidentielle récent, on aurait tort de croire que la politique ne les intéresse pas. Ils sont dégoûtés par la politique, ce qui est tout à fait différent. Donc la question c'est, est-ce qu'on a plus de chances de convertir à l'indignation, de convertir à la colère des gens qui sont dans le ressentiment ou des gens qui sont dégoûtés par la politique? C'est ça la stratégie, si on pense à la fois en termes d'électorat, mais aussi en termes d'affect. Et donc, pour ma part, j'ai le sentiment qu'on oublie les abstentionnistes parce qu'on oublie ces différences entre les affects et parce qu'on oublie que ce n'est pas les mêmes qui vont aller d'un côté et de l'autre et que donc, on finit par avoir une vision très confuse du peuple. La question, c'est à quoi servent les mots. Donc, on peut tout à fait, je ne trouve pas qu'il est illégitime d'utiliser les mots d'une manière ou d'une autre. La question, c'est quels sont les avantages qu'on va trouver à les utiliser de telle manière ou de telle autre. Donc on peut tout à fait dire le peuple. Et je vois bien que dans un contexte qui est celui des élections, c'est justement la différence avec 1917, c'est que là, on est en train de parler d'élections. Donc effectivement, en France, aujourd'hui, comme dans beaucoup de pays, quand on parle d'élections, eh bien, on est amené à se dire que l'élection, c'est le peuple. Et on nous dit toujours, surtout sous la Ve République, que c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple, etc. Non, mais ça, c'est ce qu'on dit, c'est la démagogie. En tout cas, c'est la rhétorique. Bon. Moi, ce que je pense, c'est que, pour reprendre ce que disent Mouffe et Laclos, alors je vais dire Mouffe maintenant pour simplifier, puisqu'il y a des petites différences avec le temps et tout ça, donc je vais dire Mouffe. Quand Chantal Mouffe parle de peuple, eh bien, elle a écrit par exemple un livre avec Inigo Errejón en Espagne, de Podemos, qui s'intitule Construire. Alors c'est en espagnol, il n'y a pas l'article en espagnol, donc c'est pas tout à fait sûr de savoir si c'est un peuple ou le peuple, mais la traduction qui à juste titre, à mon sens, a été choisie, c'est construire un peuple. Je crois qu'il y a un enjeu très important autour de l'article. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je suis critique par rapport à la formule fédérer le peuple. Parce que si on dit fédérer le peuple, ça veut dire que le peuple préexiste à la politique. Que les gens sont là et qu'il va suffire de tenir un discours qui va permettre de les mobiliser. Ce que dit Chantal Mouffe est tout à fait différent. Et de ce point de vue-là, alors même que, comme vous le savez sans doute, elle a été très proche non seulement de Podemos, mais aussi de Mélenchon pendant ces dernières élections, ce que dit Chantal Mouffe, c'est qu'il ne faut pas confondre la population et le peuple. La population, c'est un groupe empirique, c'est des gens. Mais après, si on construit politiquement, ça peut donner un peuple. Mais du coup, si on dit un peuple, on peut se demander quel peuple. Et c'est ça l'enjeu. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on veut du peuple ou pas. La question, c'est de savoir quel peuple on veut. Et par exemple, est-ce qu'on veut un peuple de gauche? Est-ce qu'on considère que l'opposition entre la droite et la gauche est première ou bien seconde? Le risque, à mon sens, lorsqu'on parle de populisme de gauche, c'est que populisme va être substantif et de gauche, c'est l'adjectif. Puisqu'on peut avoir populisme qui va se subdiviser en de gauche ou de droite. Eh bien, ça veut dire que le substantif, le nom, c'est populisme. Et que ce qui vient le qualifier, c'est de gauche ou bien de droite. Autrement dit, populisme serait premier et de gauche serait second. Mon hypothèse, c'est qu'on aurait intérêt à renverser la perspective et à partir de construire une gauche plutôt que de construire un peuple. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, à mon sens, il faut comprendre pourquoi en ce moment nous sommes tellement tentés de dire bon, droite-gauche c'est secondaire, l'essentiel c'est quand même de construire un peuple.
Il y a une première raison, c'est effectivement le fait que les classes populaires, ce qui n'est pas la même chose que le peuple, puisque le peuple, on nous dit que c'est tout le monde sauf les élites. Donc c'est beaucoup de monde. Et les classes populaires, c'est pas 99% des gens. Donc si on reste aux classes populaires, les classes populaires, effectivement, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'éloignent du vote, mais elles s'éloignent en partie par l'abstention, on l'a vu, et en partie par les votes populistes de droite. Alors, on peut espérer en regagner un petit peu à gauche, très bien. Mais si on se dit ça, ça veut dire qu'on raisonne, et là je suis tout à fait d'accord, en termes de classe. Je crois qu'on a intérêt à penser en termes de classe. On n'a pas intérêt à penser qu'on est tous pareils sauf les élites. Parce que c'est pas vrai. Et que donc ça ne marche pas. Et qu'en particulier, ce déni des différences de classe, eh bien, il explique en partie pourquoi les gens des classes populaires, ils se moquent un peu de moi. Ils sont en train de faire croire qu'on est les mêmes, alors qu'on n'a pas les mêmes vies. Et donc ça facilite justement les stratégies populistes de droite qui vont jouer sur le ressentiment. C'est-à-dire sur le fait que c'est à cause des bobos, par exemple, on va vous expliquer ça, c'est à cause des bobos que les classes populaires seraient malheureuses. Pour ma part, je pense que, et c'est une des critiques que je formule contre, disons, certains discours populistes, je pense qu'on ne doit pas se dire que les électeurs d'extrême droite sont des gens qui souffrent. Il y en a qui souffrent, mais il y a des abstentionnistes qui souffrent, il y a des gens de gauche qui souffrent. Donc l'idée que le vote d'extrême droite serait l'expression de la souffrance, c'est une forme, à mon sens, de condescendance. Ça revient à dire « Oh, bien sûr, moi je ne suis pas d'extrême droite, et bien sûr, moi je ne suis pas tenté par la xénophobie. Mais il faut les comprendre, hein, parce qu'ils n'ont pas grand-chose dans la vie, on ne va quand même pas les priver de cette jouissance-là. » Je crois que c'est condescendant parce que, aussi, beaucoup de gens des classes populaires refusent ce choix. Et ça ne veut pas dire qu'ils ont une vie plus facile. Donc on ne peut pas traduire la position de classe directement par un vote. Mais en revanche, on doit tenir un discours sur la classe. Et si on tient un discours sur le peuple, eh bien on noie un peu la classe, c'est-à-dire en l'occurrence les classes populaires, dans un grand ensemble auquel nous appartenons tous, puisque aucun d'entre nous, probablement ce soir, n'est milliardaire. Donc nous ne sommes pas dans les 1%, donc finalement les autres différences seraient secondaires. Je pense que les autres différences sont importantes et que pour construire un peuple si on veut, mais en tout cas des majorités, eh bien on ne doit pas les effacer, mais on doit au contraire les mettre en avant. Ça veut dire quoi le pouvoir? Enfin, le problème, c'est... Bien sûr, ce n'est pas la même approche, mais elle n'est pas seulement fondée sur la logique électorale. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, et je crois qu'effectivement beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est-à-dire disent partons du peuple. Je pense qu'il est important d'avoir cette discussion, et donc c'est la raison pour laquelle vous écrit cet ouvrage, c'est pour dire pourquoi on ne part pas de la gauche. Et mon hypothèse, que je suggère à la fin de l'essai, c'est que la raison pour laquelle il est si tentant aujourd'hui, quand on est de gauche, de se dire oh, finalement, peu importe droite-gauche, ce qui compte vraiment, c'est qu'on est contre les élites et pour le peuple qui conteste le pouvoir, etc. C'est très tentant de se dire ça. Pourquoi? Parce que ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien parce que, entre autres, on n'a pas à donner de contenu positif. C'est-à-dire qu'on est contre. Ce que Roger Martelly, qui est un historien communiste que j'ai cité à la fin de l'ouvrage, disait, à mon sens, à juste titre, dans un débat avec Chantal Mouffe, c'est que la séduction, enfin, je m'approprie ce qu'il dit, ce qui fait qu'il se peut que je déforme légèrement son propos, mais je ne le contredis pas en tout cas. Ce qu'il disait, c'est lorsque nous disons le peuple contre les élites, eux contre nous, etc., ça nous évite de dire ce pourquoi nous sommes. Or, historiquement, un projet comme le socialisme, ou un projet comme le communisme, ou toutes sortes de projets politiques, ils proposaient une vision du monde. Donc, est-ce que nous pouvons proposer une vision positive du monde lorsque nous sommes de gauche aujourd'hui, ou est-ce que nous sommes condamnés à dire ce contre quoi nous sommes? Et je crois que c'est la difficulté actuelle, partagée, me semble-t-il, par beaucoup, y compris moi, bien sûr, hein, je ne m'exempte pas du tout de tout cela, c'est la difficulté qui fait que nous préférons savoir que nous sommes contre les élites, que nous sommes contre le néolibéralisme,
que nous sommes contre toutes sortes de choses, et encore une fois, je m'inclus dans cette perspective, nous préférons parce que ça, on est sûr qu'on est contre. Mais si après on demande exactement pourquoi on est, à part des termes un peu généraux, qui me sont bien sûr sympathiques, mais si on dit l'humain d'abord, par exemple, ça ne définit pas véritablement un programme. Ça dit une sensibilité, ce qui est beaucoup, mais ça ne suffit pas. Donc je crois que nous avons du mal à tenir un discours positif, et que c'est une des raisons pour lesquelles le populisme est si tentant à gauche aujourd'hui. D'abord, je ne suis pas en train de commenter le programme de Mélenchon. Je veux dire que l'essai n'est pas une discussion du programme de Mélenchon, y compris parce qu'il le précède en partie, enfin ça dépend, enfin bon, en tout cas, ce n'est pas le but. Mon but, c'est de discuter la stratégie. C'est-à-dire, quel est l'avantage de quitter le discours de 2012 pour passer au discours de 2017 ? C'est ça ma question. Et quels sont les inconvénients, puisque je suis sensible aux inconvénients. Après, bien entendu, je pense qu'il aurait été tout à fait possible d'avoir à peu près le même programme avec un discours différent. La question, c'est est-ce que ça aurait été plus efficace électoralement ou moins ? Mais parce que ça a des effets sur la manière dont tout le monde se représente la société. C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, je veux partir pour faire de la politique de l'opposition droite-gauche, ou bien est-ce qu'on se dit, oh, cette opposition est périmée ? Alors, je vois bien que beaucoup de gens se disent, y compris, je pense, Mélenchon, que ça n'est plus très porteur de dire droite-gauche. Il y a un moment où il expliquait, puisque Hollande a en quelque sorte donné une mauvaise réputation au mot gauche, voilà, parlons d'autre chose. Enfin, il ne le disait pas comme ça, mais ça revenait, je crois, à ça. Bon. C'est pas faux. Et c'est reflété dans les sondages autour des élections qui sont assez intéressants, où on voit dans les différents électorats ceux qui rejettent l'opposition droite-gauche. Et on s'aperçoit que, de manière pas surprenante, si on vote Macron ou si on vote Marine Le Pen, on rejette massivement l'opposition droite-gauche. Si on vote Fillon ou si on vote Mélenchon, c'est moins massif, mais c'est quand même majoritaire. C'est-à-dire que tout ça, c'est des gens qui récusent ce terme. La question, c'est qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup à perdre parce que, pour l'instant, effacer la frontière entre la droite et la gauche, ça a beaucoup bénéficié à l'extrême droite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que l'extrême droite, elle prospère sur, alors le terme n'est plus utilisé parce que les acronymes ont changé, mais sur l'expression de l'UMPS, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Ça a fait la fortune du Front National. Donc je crois qu'il est très important de ne pas faire la même chose. Aujourd'hui, qui se réclame du populisme ? Beaucoup de gens. Marine Le Pen, Macron, à la limite Fillon et Mélenchon. Ça veut dire qu'à mon avis, il y a un risque que ce qui pouvait paraître un créneau original dans un autre contexte, eh bien, ce soit noyé dans un discours qui favorise ceux qui n'aiment pas la politique, plus exactement, qui sont les populistes de droite. Alors, bien entendu, vous avez raison, il y a plein de choses positives dans le programme de Mélenchon. Mais la question des programmes, à mon sens, n'est pas décisive. Pour être parfaitement franc, je trouve qu'il y avait plein de choses intéressantes dans le programme de Hamon. Manifestement, tout le monde s'en fichait. Donc, il ne suffit pas qu'il y ait des choses intéressantes, ou à l'inverse, peu importe que les choses ne soient pas intéressantes, ce n'est pas sur les programmes que les gens votent, c'est sur un imaginaire politique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir de programme, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des tas de choses intéressantes. Mais je crois que l'idée qu'on propose un imaginaire politique, c'est quelque chose d'important. Si on voit par exemple, et en plus c'est quelque chose à quoi Mélenchon est très sensible, simplement, après, c'est quel imaginaire politique ? C'est là qu'il y a vraiment, enfin j'essaie y compris de raconter ce moment où, après avoir dit je ne vais pas m'embarquer dans ces affaires de populisme de gauche, il se laisse convaincre, entre autres, par la Chloé Mouffe. Il y a cette rencontre à Buenos Aires dont on trouve la transcription sur le site de Mélenchon, où la Chloé Mouffe lui dit « alors, il faut le faire ce populisme de gauche ?» et où Mélenchon dit « oui, mais enfin quand même... c'est en France, déjà que Plantu me renvoie dos à dos avec Jean-Marie Le Pen, c'est quand même pas terrible pour moi si je commence à dire que je suis un populiste de gauche. » Bon. Donc on voit bien cette discussion, elle a lieu explicitement et elle est rapportée sur le site de Mélenchon. Donc c'est pas, je ne suis pas du tout dans une logique de soupçon, etc. Je parle de ce qui est revendiqué. Et donc c'est revendiqué, mais si on prend, moi je me suis intéressé après la campagne à comparer les deux discours de Marseille, avant l'élection, celui de 2012 et celui de 2017, c'est pas les mêmes. Si vous avez un peu regardé, c'est pas les mêmes drapeaux, et c'est pas les mêmes. C'est-à-dire que, par exemple,
Et c'est très bien. En 2017, enfin quand je dis c'est très bien, évidemment, c'est un jugement, là, je ne suis plus en train d'analyser seulement, mais ça a toute ma sympathie. En 2017, il y a eu une minute de silence pour les morts en Méditerranée. Très bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des étrangers. On est en train de parler des étrangers. Quand on regarde le programme sur l'immigration, eh bien c'est un programme qui dit il faut d'abord résoudre les causes de la migration. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les gens n'aient plus envie de quitter leur pays. Très bien, mais vous voyez bien que ça ne différencie pas tant que ça, puisque tout le monde, dans le spectre politique, serait plutôt d'accord avec ça. Si vous regardez en 2012, il y avait l'idée que nous sommes un seul peuple autour de la Méditerranée. C'est un seul peuple où il y a des Italiens, où il y a des Espagnols, où il y a des Français, où il y a des Arabes, où il y a des Berbères. Tout ça, c'est un seul peuple. C'est pas du tout la même chose que de dire j'aime bien les étrangers. Dire nous faisons partie d'un même peuple, vous voyez bien que ça n'était pas un peuple national. Ça, c'est un vrai changement quand même d'imaginaire. Et à mon sens, ce changement d'imaginaire, il a des conséquences sur la manière dont des gens vont se reconnaître plus ou moins dans un projet. Et si, encore une fois, on voulait séduire ceux qui sont un peu dégoûtés de la politique, dont une partie non négligeable est d'origine immigrée récente, ou d'apparence susceptible d'être davantage contrôlée par la police, pour prendre un indicateur objectif, eh bien, je pense qu'ils seront peut-être moins sensibles au drapeau bleu-blanc-rouge qu'à l'idée qu'il y a un monde commun qui est partagé autour de la Méditerranée, par exemple. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tas de propositions intéressantes, etc. Mais encore une fois, je pense que, précisément dans l'élection présidentielle, les gens ne vont pas lire les programmes. Ils en ont une vague idée, mais en revanche, tout le monde entend la musique qui est tenue par les uns et les autres. La preuve, c'est qu'on sait bien que les programmes, après, ils ne sont pas forcément respectés par les gens quand ils sont élus. On en a des exemples assez fréquents. Malheureusement, pour parler, pour une fois, on risque d'avoir quelqu'un qui va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Alors, au-delà du fait que je ne prétends pas maîtriser tout ça, voilà, mais j'ai aussi une sorte de parti pris, disons, dans mon approche, qui est de ne pas présumer que les choses sont stables. Voilà, je vais expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, un des trucs classiques, quand on parle du nationalisme, c'est de voir que, au XIXe siècle, le nationalisme est passé de la gauche à la droite. Donc, le nationalisme n'est par nature ni de droite ni de gauche. C'est une question de contexte. Et je pense qu'il en va de même pour tout le vocabulaire politique. Le vocabulaire politique n'est pas en quelque sorte déterminé par le passé, il est l'effet des usages par les gens. Donc c'est pour ça l'exemple que je viens de proposer sur 2012-2017. En 2012, c'était déjà un peuple. Simplement, c'était un peuple qui n'était pas un peuple national. Dans le discours de Mélenchon sur la plage du Prado, hein, c'est vraiment, nous sommes un. Mais ce peuple n'était pas superposé à le peuple français. C'est ce que beaucoup de gens ont fait remarquer, hein, on l'a beaucoup vu pendant la campagne, d'un seul coup, peuple, souvent il y avait français à côté. Voilà, on peut se dire, c'est parce que le peuple, ça finit toujours par être un peuple national, ça n'est pas ce que je crois, puisque en 2012 c'était pas ça, et puisque je sais pas, la Révolution française n'avait pas une conception étroitement nationaliste du peuple, etc. Donc je pense que ça dépend. Ma philosophie générale, c'est ça dépend. Et j'ai un deuxième principe pour définir les sciences sociales qui est c'est plus compliqué. Donc, avec ces deux principes-là, on peut déployer à peu près 95% des sciences sociales. Mais je pense que c'est un principe qu'on peut utiliser positivement, c'est-à-dire ne pas croire qu'il y a une substance durable des choses, mais partir du fait qu'il y a les usages que les gens vont en faire. Donc on peut très bien avoir des gens qui demain vont faire un usage de populisme ou de peuple différent de ce que j'ai raconté ce soir. Et je n'aurais pas l'impression que c'est un démenti, mais que c'est simplement un contexte historique différent. Alors, c'est peut-être de la mauvaise foi aussi, puisque ça veut dire qu'en un sens, on peut pas. Mais on peut me réfuter par le présent, je pense, mais pas ni par le passé, puisque ça change, ni par l'avenir. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? À quoi ça sert aujourd'hui? C'est ça ma question, puisque c'est les usages qui m'intéressent. Donc je pense que
bien sûr, on a quelques raisons en ce moment de s'inquiéter un peu quand on entend nation. Mais par exemple, moi je ne peux pas dire a priori, à titre personnel, je n'ai pas envie de récupérer le vocabulaire de la nation. Peut-être des gens vont-ils le faire d'une manière qui me sera sympathique. Je pense que le contexte n'est pas très favorable. C'est-à-dire dans un contexte où la question de la xénophobie est omniprésente, ce ne sera pas évident d'en faire quelque chose qui ait ma sympathie. Voilà. Non, je ne dis pas que... Mais ce n'est pas impossible. Je pense que c'est vraiment des choses, des reformulations selon les contextes, etc. Donc je ne veux pas attribuer de... En gros, je ne veux pas dire qu'un mot serait forcément piégé dans une histoire, puisque ce qui m'intéresse, c'est que les gens ne cessent de recycler tout le vocabulaire pour lui faire dire des choses différentes. C'est pour ça qu'il faut penser le contexte. C'est pour ça que mon point de départ, c'était de dire le populisme, ça ne voulait pas dire la même chose avant ces dernières années où d'un seul coup, on ne l'utilise plus seulement négativement, mais aussi positivement. On ne l'utilise plus seulement pour qualifier la droite, mais aussi positivement comme une revendication de gauche. Donc c'est bien le contexte qui m'intéresse, c'est-à-dire de penser le fait que c'est en train de bouger. Mais vous avez raison, dans cet essai, il a été conçu à partir d'une lecture de l'élection aux États-Unis de Trump et dans la perspective de l'élection en France. Donc c'est une réflexion sur la question du populisme comme rhétorique et comme stratégie électorale. Ça n'épuise pas les usages du mot peuple. Ça n'épuise pas non plus ce qu'est la politique. C'est deux choses distinctes, mais effectivement, vous avez raison, on peut utiliser le mot peuple pour dire d'autres choses. Mais on peut aussi penser la politique autrement que par les élections, y compris dans le petit essai que j'avais publié en 2014, dans Gauche, l'avenir d'une désillusion, il y avait toute une partie qui était consacrée à cela, c'est-à-dire, d'une part, je proposais de changer de peuple, et d'autre part, de changer le peuple. Changer le peuple, ça voulait dire changer la représentation qu'on a du peuple, qui est une conception excluante. Donc ça, c'était par rapport aux élections en particulier, avec une sorte de représentation implicite, quand on dit les classes populaires, qui fait que, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la France, on se représente les classes populaires blanches et plutôt masculines. Et on considère que tous ceux qui vont nous parler des histoires de femmes, des histoires d'homosexuels, des histoires de minorités raciales, etc., on va nous dire, oui, mais tous ces gens-là, en fait, ils nous distraient des vraies questions, c'est-à-dire du peuple. Bon, comme si le peuple était uniformément masculin, blanc, etc., et hétérosexuel. Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là, sur la représentation du peuple, par rapport aux élections. Mais il y a une autre question qui est de changer de peuple, et moi, ce que je préconisais, c'est, si on parle non plus de la politique gouvernementale, des élections, on va dire, mais de la politique non gouvernementale, c'est-à-dire tout ce qui se passe avec des mouvements sociaux, avec des associations, avec etc. Là, on a tout à fait autre chose, et qui me paraît important de penser aussi, qui est en particulier la question de, moi j'appelais ça un public par distinction avec un peuple. Un public, c'est quoi? C'est des gens qui se mobilisent autour d'une cause. Et des gens qui se mobilisent autour d'une cause, c'est pas la même chose qu'un électorat où il faut une majorité. Il faut que ce soit des gens qui soient des minorités agissantes. Et donc, un exemple, à mon sens, important à méditer, c'est la droite religieuse aux États-Unis. La droite religieuse a fini par faire croire à tout le monde qu'elle était une majorité alors qu'elle était une minorité. On voit depuis quelques années que c'est une minorité, mais il y a eu une quinzaine d'années où tout le monde a cru que c'était une majorité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très actifs. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se convertir à la droite religieuse, mais je suggère qu'on pourrait tirer des leçons d'une certaine efficacité politique, c'est-à-dire d'une capacité à exister plus qu'on ne compte numériquement. Et ça, c'est une question de mobilisation. Donc ça, c'est plus la même chose. Toute la discussion liée à l'essai de ce soir, elle est effectivement conçue dans un contexte électoral. Et le contexte électoral, il est fondé sur une représentation du peuple. Donc on peut discuter autour de cette conception du peuple, c'est ce que j'ai fait ce soir, etc. Mais on peut aussi dire, sortons de là. Et si on sort de là, à mon avis, c'est plus forcément le peuple. Parce que le peuple, ça donne, par définition, une vision unifiée. C'est pour ça que beaucoup de politiques revendiquent de parler au nom du peuple. Je pense qu'on ne parle jamais au nom du peuple. Personne ne parle au nom du peuple. En fait, le travail politique, c'est de produire des visions du monde
qui sont soumises aux gens, et en l'occurrence, quand c'est dans le contexte des élections, à un électorat qu'on appellera un peuple. Mais ça n'est pas parler au nom du peuple, c'est proposer des choses. Parce que si on dit « je ne fais que refléter ce que les gens demandent », je ne fais qu'exprimer le sentiment populaire, eh bien, on efface le travail proprement politique. Le travail proprement politique, c'est de produire des visions du monde. Et c'est pour ça que je crois que ces questions de rhétorique sont importantes. Parce qu'on peut se dire c'est juste des mots, mais c'est quand même des visions du monde. Et les visions du monde, ensuite, elles vont avoir des effets très réels. C'est-à-dire la manière dont on va se représenter le peuple, ou dont on va se dire il n'y a pas que le peuple, etc. Parce que ce n'est pas la seule manière de faire de la politique. Donc je suis bien d'accord, il ne faut pas réduire la politique aux élections, mais il se trouve qu'il n'est pas inutile, je crois, de penser aux élections, vu leurs conséquences effectives sur nos vies. Pour le dire de manière provocatrice, les partis politiques de gauche sont quand même très blancs. Donc il ne faut pas s'étonner si au bout d'un moment, ceux qui étaient considérés comme un électorat captif finissent par avoir l'impression qu'on se moque d'eux. Ça, c'est pas que les gens ne s'intéressent pas à la politique, c'est qu'ils se rendent compte qu'on présume que le discours antiraciste de gauche suffit sans aucune politique qui suit derrière. Mais je trouve très sain qu'on ne puisse pas considérer que les électorats minoritaires sont forcément de gauche. Je pense que c'est très bien. Non, mais je pense qu'ils ne le sont pas, effectivement, il n'y a pas de raison. Non, on est bien là-dessus. En tout cas, c'est bien ce que je dis, et je crois donc qu'on est d'accord. Non, les gens ne sont pas naturellement ni de gauche ni de droite. Et c'est pour ça qu'il faut un travail politique, et qu'à mon sens, si aujourd'hui les gens de gauche ne font plus le travail politique, qui est de dire la droite et la gauche, c'est pas pareil, et je suis de gauche, eh bien, ça veut dire que de plus en plus de gens vont finir, comme dans ce sondage, par dire « oh, de toute façon, droite-gauche, c'est fini ». Et personnellement, je n'ai aucune raison de croire, d'après ce que je sais de l'histoire, de la politique, etc., que ce genre de choses bénéficie à la gauche. En gros, si les gens ne croient plus à l'opposition à la droite et à la gauche, entre la droite et la gauche, pardon, eh bien à la fin, c'est la droite qui gagne. C'est encore Mélenchon qui nous a rappelé qu'il y avait une gauche et plutôt Hollande qui nous a fait comprendre que la gauche s'appelait la droite. Non, mais sur Hollande, je crois qu'il y a consensus. Et en un sens, d'abord, c'était vraiment l'objet de l'essai de 2014, donc je ne suis pas à convaincre sur ce point. Le point de départ de l'essai de 2014, c'était une tribune que j'avais écrite dans Le Monde, et l'éditeur textuel m'avait sollicité pour me proposer de faire un essai, mais le point de départ, c'était la droitisation du PS. Donc voilà. Mais je trouve que de ce point de vue-là, il y a un gain aujourd'hui, c'est-à-dire que ce que fait Macron aide à rendre les choses lisibles. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir l'impression, il a fallu un peu de temps pour comprendre ce qui se passait peut-être autour de Hollande, mais avec Macron, les choses ont été dites d'avance, etc. Donc je trouve ça plutôt sain pour ma part. Il n'y a pas de confusion, on sait où on est. Oui, quand vous dites pour Mélenchon, voilà, moi bien sûr que Mélenchon incarne une alternative de gauche, mais justement, la question, c'est comment se fait-il qu'il fasse le choix paradoxal d'incarner une alternative de gauche et de dire que mon but n'est pas de rassembler la gauche, mais de fédérer le peuple. C'est là qu'à mon sens, ça ne contribue pas à faire en sorte qu'on se dise que cette opposition est première. Encore une fois, l'argument que je défends depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a deux stratégies possibles. L'une selon laquelle le populisme est premier et la distinction droite-gauche est seconde, et l'autre stratégie qui est celle que pour ma part je revendique et je défends, c'est de partir de l'opposition entre droite et gauche et non pas de la question du peuple. Ça se discute bien entendu, c'est un choix, et je ne dis pas que ce soit une vérité, je dis que c'est un choix politique qui est fondé sur des valeurs, bien entendu, mais je crois qu'on a intérêt à dire qu'on fait des choix fondés sur des valeurs. Et que si on ne le dit pas, ceux qui vont bénéficier de la confusion ne seront pas les gens de gauche. C'est en tout cas mon hypothèse. Je pense qu'elle est... c'est pas fondé sur rien,
Mais évidemment, on peut jamais être... Enfin, voilà, ce n'est pas des démonstrations absolues. Mais je crois qu'il y a des éléments empiriques qui permettent de craindre que je n'ai pas tort sur ce point. Désolée, est-ce que je peux Oui, poser une dernière question? Parce que je vous remercie, c'est vraiment passionnant de vous entendre. Et vous avez parlé par rapport au brouillage des pistes concernant l'opposition droite-gauche, vous avez tout à fait raison, il faut le revendiquer, hein, ces clivages, ces divisions. Et donc vous avez évoqué Macron et Le Pen, mais il y a aussi au niveau des écologistes un brouillage des pistes brutal. Et là, je pense que c'est encore beaucoup plus dangereux parce qu'il y a eu quand même une prise de conscience énorme. Et je pense l'année dernière, les luttes contre le loi travail et la mouvance Nuit debout a énormément réfléchi à l'écologie. Et du coup, ces brouillages des pistes, je crois qu'il a été très nocif par rapport à la construction d'une pensée de gauche. Est-ce que vous pouvez... Je pense qu'il y a... Et d'où est le lien enfin, moi je n'arrive pas à comprendre. Enfin, pourquoi... Je suis loin de tout comprendre, mais en tout cas j'ai des hypothèses sur certaines choses. Je pense qu'en particulier, le développement des politiques néolibérales est fondé, comme chacun sait, sur la proposition de Margaret Thatcher, selon laquelle il n'y a pas d'alternative. Ça, c'était l'idée de la droite néolibérale. Cette idée a fini par gagner les partis sociodémocrates. Enfin, fini par, pas si longtemps après, hein, mais c'est ce qu'on trouve du côté de Blair, c'est ce qu'on trouve du côté de Bill Clinton, c'est ce qu'on trouve du côté du Parti socialiste français, etc. C'est-à-dire une conversion au néolibéralisme que j'évoquais tout à l'heure. La question, c'est donc que ce contexte néolibéral a fini par, en quelque sorte, déterminer le discours de presque tout le monde. C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je crois que justement, si on veut lutter contre le néolibéralisme, il faut s'accrocher très fort à cette opposition entre droite et gauche. J'ai du mal à croire que ce soit en l'effaçant, c'est-à-dire en faisant ce que font tous ceux qui veulent l'avènement du néolibéralisme, qu'on va y arriver. Donc je pense que ce contexte qui est celui de l'emprise du néolibéralisme sur nos vies, et quand je dis l'emprise, ce n'est pas simplement par la contrainte, mais c'est aussi par le fait que nos vies sont investies dans toutes sortes de choses, à travers des emprunts, à travers la question de savoir comment on va faire pour que ces enfants puissent étudier dans des conditions correctes, etc. C'est-à-dire nos modes de vie sont pris dans des logiques qui font qu'on est partie prenante quand bien même on aurait envie de critiquer dans nos pratiques de consommation, dans nos pratiques de crédit, dans nos pratiques de professionnelles, etc. etc. Bon, enfin, je dis là des banalités, hein, mais je pense qu'il ne suffit pas d'être contre le néolibéralisme pour être en dehors. La plupart d'entre nous, on est dedans. Il y a peut-être des gens, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des gens, mais c'est des choses que je ne connais pas bien, mais qui essaient de construire des modes de vie alternatifs, etc. Bon, très bien, mais la plupart des gens, non. Donc en fait, on est dedans. Donc voilà, face à ce consentement partagé, enfin, qui m'inclut, hein, encore une fois, moi y compris en tant qu'universitaire, ben voilà, les différentes contraintes, on est pris dedans aussi, enfin, de tous les trucs à faire pour se conformer aux attentes normatives qui sont aujourd'hui celles des universités néolibérales, quand bien même elles seraient publiques, comme c'est le cas en France, etc. Donc voilà, je ne m'exempte pas du tout hein, de tout cela. Donc je crois que c'est ce contexte-là qui est explicatif. Et encore une fois, moi je pense que l'idée de revendiquer la nécessité, la force et la valeur de cette opposition entre droite et gauche, elle n'a pas le vent en poupe. Mais le but de la politique n'est pas de dire aux gens ce qu'ils pensent déjà. Sinon, il n'y a pas besoin de le dire. Et en particulier quand on prétend remettre en cause une logique dominante, une pensée dominante. La pensée dominante, elle pense, enfin, ça marche tout seul. Le problème, c'est quand on essaie de dire autre chose. Quand on essaie de dire autre chose, on a intérêt à être clair. Parce que sinon, ça coule tout seul dans le sens de ce qu'on pense déjà. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que les politiques qui se diraient aujourd'hui que puisque leurs électorats ne croient plus trop à l'opposition entre droite et gauche, ben, qu'il vaut mieux leur parler d'autre chose. Parlons-leur de peuple plutôt que de droite et de gauche parce qu'ils n'ont plus envie d'y croire. Eh bien cette stratégie-là, cette stratégie rhétorique, cette stratégie idéologique, cette stratégie électorale, je crois,
que c'est une stratégie qui ne marchera pas et qui ne marche pas pour l'instant. Et que, donc, c'est pas seulement que ça n'a pas ma sympathie, je ne cache pas que ça n'a pas ma sympathie, hein, mais c'est aussi que je pense que, et c'est la raison pour laquelle les gens auxquels je m'adresse ne sont pas les gens qui détestent Mélenchon ou les gens qui, etc. Pas du tout, parce que ça n'a pas d'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est de parler à des gens qui, enfin, voilà, d'envoyer le livre à Chantal Mouffe et de discuter avec elle, etc. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est pas de m'adresser à des gens qui, de toute façon, sont hostiles à tout cela, mais plutôt à des gens qui réfléchissent, et précisément à ceux qui y croient. C'est ceux-là qui sont importants. Enfin, on parle bien aux mêmes gens, c'est-à-dire à des gens qui ont envie d'être de gauche. La question, c'est est-ce qu'on leur dit, peu importe qu'on soit de gauche ou de droite, ou est-ce qu'on leur dit c'est fondamental d'être de gauche et pas de droite? C'est un peu simple, mais j'ai l'impression que ça n'est pas le discours dominant aujourd'hui. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.